Plus qu'un autre imprimé, les revues littéraires et artistiques se trouvent menacées par les effets du temps. Le papier utilisé, cassant et jauni à cause des traces d'acide sulfureux dans la pâte de bois, fait de la sauvegarde de ce patrimoine une nécessité de première urgence. Mais qu'est-ce qui se passe quand la revue est dépourvue de son support matériel lorsqu'il y a numérisation? Est-ce qu'il est possible de dématérialiser une revue sans problème? Pour sauvegarder ce patrimoine précieux et le rendre accessible, la Bibliothèque nationale de France a lancé depuis 2005 un vaste programme de numérisation. Au sein du CHSCSC, Philippe Léou a préparé et soutenu en 2016 une thèse de doctorat sur la numérisation des revues de la fin du XIXe siècle en Europe, avec le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine et de la BNF, où il a été accueilli comme chercheur associé. Jean-Didier Wagner a été le coordinateur scientifique de Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, pendant 25 ans. Il a également été le tuteur de Philippe Léou. Dans cet entretien, préparé par Philippe, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, Jean-Didier Wagner nous parle de ce vaste programme. Bonjour Jean-Didier Wagner et merci d'avoir accepté cet entretien. Commençons par évoquer le lancement de Gallica, les premières étapes de la numérisation et les raisons qui ont conduit à l'ample programme lancé par la Bibliothèque nationale. En France, les études de faisabilité de la numérisation patrimoniale au sein de l'établissement public de la Bibliothèque nationale de France sont lancées en 1990. Elles ont été suivies de la constitution d'un service dédié partagé entre numérisation technique et équipe scientifique. La bibliothèque numérique Gallica a vu le jour enfin en 1997. Le projet de numérisation était parallèle aux opérations de recollement puis de déménagement des collections sur le nouveau site François Mitterrand-Tolbiac. Il était alors nécessaire de numériser des éditions ou des facsimilés modernes, ainsi que des microformes du fonds de la BNF. Ce n'est que dans les années 2005 que la numérisation des collections patrimoniales a débuté. En attendant, étaient déjà en ligne plus de 100 000 documents, soit 30 millions de pages. C'est sous la présidence de Jean-Noël Jeannet qu'ont été lancés les programmes de numérisation de masse soutenus par des crédits d'ampleur. Et Jean-Noël Jeannet a parallèlement alerté les institutions sur l'impérialisme numérique de Google Books, soutenu par une entreprise commerciale, à l'opposé de la Bibliothèque nationale qui défend un service public. Aujourd'hui, le chercheur peut naviguer dans plusieurs revues littéraires et artistiques grâce à un grand nombre de bibliothèques numériques et de sites spécialisés dans la valorisation de titres ou de collections spécifiques. Gallica est parmi les meilleurs par son accessibilité, son ampleur et ses fonctionnalités. On peut par exemple accéder aisément à un article, le découper et le sauvegarder. La bibliothèque numérique met à la disposition du chercheur et du public général un très grand nombre de titres de presse dans plusieurs revues littéraires et artistiques de la fin du XIXe siècle. Dans quelle mesure ce fonds numérisé est-il exhaustif, Jean-Didier? La collection numérique représente une part seulement du fonds de la Bibliothèque nationale qui conserve, comme Philippe Léhu l'a calculé pour sa thèse, presque 4000 revues littéraires et artistiques dans ses magasins. Les bibliothèques numériques peuvent donc faciliter la recherche et donner un accès délocalisé aux documents, mais le travail d'un chercheur ne peut pas se contenter seulement de ce qui est disponible en ligne. Et qu'est-ce qui explique cet état de fait? La sélection dépend d'abord de deux critères. Le premier, scientifique. Il s'agit de retenir dans un premier temps les revues importantes dans les mouvements artistiques et littéraires. Dans un second temps, le maillage sera complété par les revues annexes ou plus périphériques. Alors pour faire ce travail, les conservateurs se documentent et prennent aussi conseil de la communauté universitaire. L'indisponibilité en ligne d'une revue n'est pas ainsi la preuve de son insignifiance, bien au contraire. C'est là qu'intervient le second critère, sa numérisabilité. Car la numérisation est déterminée par l'état du document d'origine. Le papier acide, une reliure trop serrée,
sont des obstacles à une numérisation en nombre. Dès lors, il faut prévoir d'autres matériels de numérisation de pointe et former des opérateurs spécialisés. La numérisation est en conséquence plus longue et donc aussi plus chère. Aussi doit-on se tourner en attendant vers des substituts existants, les reproductions photographiques, les microformes. À partir des années 60, des plans de sauvegarde, c'est-à-dire de microfilmage ou microformage à la BNF, ont sauvegardé sur film argentique les revues les plus importantes de sa collection. Mais cette opération a néanmoins eu un effet corollaire. La photographie des documents à plat a accentué la dégradation des originaux, tout en permettant d'établir des films en noir et blanc de sauvegarde. Aux USA ou au Japon, des bibliothèques ont été jusqu'à se séparer des originaux pour libérer de l'espace dans les magasins. On peut s'en étonner aujourd'hui, mais c'était une pratique courante, et cela jusque dans les années 80 aux États-Unis, de se débarrasser de l'original pour libérer de l'espace dans les magasins une fois qu'un document était microfilmé. Bien évidemment, rien de tel à la BNF, dont la mission est de conserver absolument le patrimoine. Nous sommes donc face à la bibliothèque numérique dans une situation où les titres avec le plus grand impact culturel à la fin du XIXe siècle, comme La Plume, La Revue Blanche, L'Ermitage, ne sont souvent pas consultables en ligne sous une forme qui permet de tirer des conclusions sur leur aspect graphique et typographique, leurs caractéristiques matérielles, tout ce qui contribue à l'identité d'une revue imprimée sur papier. Elles ont en effet été numérisées en noir et blanc à partir de facsimilés à cause de la fragilité des originaux. Parfois, dans ces rééditions, les couvertures et les pages publicitaires manquent, car ces éléments n'étaient pas considérés comme intéressants et dignes d'être produits dans les facsimilés. En conséquence, les numérisations peuvent être lacunaires et infidèles à l'objet original. Dans une perspective critique, traditionnelle, ces revues imparfaitement reproduites ont néanmoins rendu des services indéniables. De plus, il existe aujourd'hui un programme de reprise de ces titres à partir des originaux. En effet, la numérisation progresse très rapidement et propose des solutions techniques qui offrent plus de latitude aux bibliothèques. La fausse exhaustivité du média numérique doit donc être prise en compte. Mais la consultation des revues en ligne peut certainement ouvrir de nouvelles approches de valorisation du patrimoine revuiste. Parlez-nous des grandes collections numérisées. Le chercheur peut parcourir les revues, choisir ce qui est pertinent pour sa recherche et travailler sur un corpus grâce aux collections numérisées des grandes bibliothèques comme la Bibliothèque nationale de France, sur Gallica, ou encore la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis ou la Bibliothèque de Heidelberg. Mais il existe aussi des sites spécialisés sur les revues littéraires et artistiques qui ouvrent souvent une interface conçue spécialement pour répondre aux paramètres particuliers de ce corpus. Parmi les meilleurs exemples, on peut noter la numérisation du Yellow Book, cette revue anglaise à couverture jaune qui a fait scandale à la fin du XIXe siècle avec son contenu provocateur. Les dessins d'Aubrey Bursley étaient surtout considérés comme un attentat à la pudeur dans la société victorienne. Grâce à Denis Denisov et Lorraine Jansen-Koistra, ces deux éditeurs scientifiques, aujourd'hui, la collection entière est disponible sur www.1890s.ca dans une version qui propose à l'internaute non seulement la revue, mais aussi son contexte, des introductions pédagogiques pour chaque volume et des biographies des contributeurs. Dans sa nouvelle version entièrement repensée, le site a étendu le programme de numérisation à d'autres revues du périmètre immédiat du Yellow Book. La collection numérique de la revue munichoise Jugend est également exemplaire. Le site www.jugendwochenschrift.de rassemble la collection entière de cet hebdomadaire qui a duré de 1896 jusqu'à 1940 et fit sensation avec ses couvertures artistiques en couleur. Ces couvertures restent jusqu'à nos jours très recherchées par les collectionneurs. Sur le site, la revue s'intègre dans un système qui contextualise les contributions. Pour la plupart des contributeurs et personnes mentionnées, on dispose des dates de naissance et de décès et d'une liste de toutes les autres occurrences dans la revue. Un index de mots-clés qui prend même en compte les allusions difficilement déchiffrables sans une connaissance profonde de l'époque
complète cette expérience inédite de Jugend en ligne. Revenons à la reproduction numérisée d'une revue littéraire et artistique et soulignons en quelques mots les points les plus importants. D'abord, il faut se rappeler que la reproduction d'une revue littéraire et artistique n'est jamais neutre. Si on perd le contact avec l'objet revu, la numérisation permet une appropriation plus rapide de l'objet, surtout quand le titre comprend plusieurs dizaines de volumes. On peut la parcourir, la feuilleter rapidement, basculer sur l'étape des matières, saisie en mode texte, utiliser l'indexation du texte pour naviguer à la recherche d'occurrences, se servir des outils graphiques et des zooms et télécharger des métadonnées, des images et des textes pour se composer des dossiers thématiques sur son ordinateur. Mais il faut savoir aussi que la version numérisée est un artefact, le résultat d'opérations bibliothéconomiques imposées à ce corpus depuis que la revue est entrée dans la bibliothèque. La revue et sa numérisation doivent donc être abordées avec une conscience de leur historicité. Enfin, la numérisation est toujours une interprétation d'un objet imprimé sur papier par le médium numérique. Il appartient donc aux chercheurs de mettre en question la relation entre l'objet et son image, trop souvent mis sur le même plan. Une revue et sa traduction numérique ne sont pas tout à fait la même chose, elles ne signifient pas de la même façon, ni ne livrent les mêmes résultats. Elles nous invitent à une plus grande attention et à une connaissance approfondie des imprimés et du numérique.